et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce premier Lunch and Learn de l'année. Lunch and Learn qui sera consacré aux AG et CA en 2021. Lunch and Learn que j'aurai le plaisir de présenter avec ma collègue Michelle Schaus qui va nous rejoindre dans un instant. Alors ça nous fait énormément plaisir de voir si nombreux aujourd'hui. Premièrement parce que vous avez trouvé le courage malgré les nombreux webinaires qui sont donnés à trouver le courage de participer à un de plus. Merci pour ça. Mais ça nous fait d'autant plus plaisir de voir que les sujets que nous avons choisis suscitent votre intérêt. Alors sur quoi et pourquoi sur quoi portera le Lunch and Learn et pourquoi ce Lunch and Learn? Vous le savez, la traditionnelle saison des assemblées générales annuelles approche à grands pas. L'occasion pour nous de vous rappeler les dernières nouveautés introduites à ce sujet par le CSA, le Code des sociétés et des associations. Notre présentation sera, comme vous le savez sûrement, divisée en deux volets distincts qui sont particulièrement d'actualité. Premièrement, le volet numérique. Vous le savez, le télétravail est devenu incontournable avec la période que nous vivons. Les entreprises ont donc été amenées et ont été contraintes à redéfinir leur mode de fonctionnement. Comment organiser dans ce contexte la tenue d'AG et de CA à distance? C'est à cette question que Michel répondra dans la première partie. Quant à moi, je vous parlerai des conflits d'intérêts, c'est le deuxième volet. L'actualité belge de ces derniers mois nous montre une fois de plus l'importance d'identifier et de traiter ces conflits de manière transparente. Nous nous sommes dit qu'un petit rappel à ce sujet pouvait être utile, d'autant plus compte tenu des nouveautés introduites par le CSA. Alors, nous aborderons les règles qui sont applicables aux sociétés, mais également aux associations et fondations. En revanche, nous n'aborderons pas les particularités qui sont propres aux sociétés cotées. Pour ce qui est des questions, si vous avez des questions lors de la présentation, n'hésitez surtout pas à les poser par écrit dans le chat et nous y répondrons soit en fin de présentation si le timing nous le permet, soit par email. Je vais laisser sans plus tarder la parole à Michel pour notre première partie, le numérique. Donc bonjour à tout le monde et bienvenue également de ma part à ce Lunch and Learn. En vue de l'agenda assez serré d'aujourd'hui, je propose de nous plonger tout de suite dans le vif du sujet et de vous donner un petit aperçu des points que j'adresserai lors de la première partie. Voilà, donc je vous parlerai tout premièrement de la tenue des assemblées générales avec le focus sur l'organisation des assemblées générales à distance. C'est sur ce que portera la majorité de ma partie. Ensuite, j'adresserai la tenue des conseils d'administration et à la fin, je vous toucherai également un mot concernant le registre des actionnaires électroniques. Mais tout d'abord, 2 mots par rapport au contexte. Le CSA, comme vous le savez, adopté environ 1 an avant le début de la pandémie, a déjà modernisé les règles de gouvernance et de prise de décision au sein des sociétés belges. Mais la pandémie a montré qu'il est encore possible d'accroître la flexibilité. Au cours de l'année dernière, 2020, des dispositifs temporaires, bien connus sous forme d'arrêtés royaux, ont permis aux sociétés et aux associations de faire face aux restrictions liées au virus. Aujourd'hui, donc, la nouvelle loi du 20 décembre 2020 a introduit des mesures à la fois temporaires et définitives dans le cadre de la digitalisation du processus décisionnel des sociétés et des associations, et également pour faire face aux conséquences liées à la pandémie. Aujourd'hui, on peut donc dire que le législateur belge a codifié la nouvelle normalité, le nouveau quotidien dans le code de manière permanente. Nous verrons donc que le CSA et notamment la loi du 20 décembre ont apporté toute une série de flexibilités. Il faut donc savoir qui peut profiter de ces flexibilités. Comme vous le savez sans doute, on se trouve pour le moment dans cette période transitoire où il faut bien savoir quelles dispositions du CSA s'appliquent à qui et dans quelles circonstances. Il est donc important de noter que les dispositions que j'adresserai dans ma partie, donc dans la première partie du Lunch and Learn, sont des dispositions supplétives. En ce qui concerne les nouvelles sociétés et associations, donc celles constituées depuis le 1er mai 2019, date d'entrée en vigueur du CSA,
et les sociétés et associations qui existaient déjà avant cette date et qui se sont déjà conformées au CSA, ces sociétés ou associations peuvent pleinement profiter de toutes les flexibilités du CSA. En ce qui concerne en revanche les sociétés ou associations existantes et qui ne se sont pas encore conformées au CSA, il faut faire une distinction entre d'une part celles dont la forme légale est maintenue et d'autre part celles dont la forme légale a été abrogée par le CSA. Pour les premières, donc les sociétés et associations dont la forme légale est maintenue, les sociétés anonymes, les ASBL, les dispositions supplétives s'appliquent à elles, sauf dispositions statutaires contraires. En revanche, les sociétés dont la forme légale a été abrogée, elles ne peuvent pas encore profiter des flexibilités et elles doivent donc se conformer au CSA. Je vous propose maintenant donc de nous plonger dans le vif du sujet, les assemblées générales. J'ai déjà parlé de la flexibilité apportée par cette loi du 20 décembre, mais quelles sont en fait les nouveautés? Alors, pour les sociétés, le CSA offrait déjà la possibilité d'organiser une assemblée générale à distance si les statuts l'autorisaient. Aujourd'hui, cette autorisation statutaire a été abolie et donc aujourd'hui, même si les statuts ne disent rien, toutes les sociétés peuvent organiser une assemblée générale à distance, sous réserve, bien entendu, de ce que je viens d'expliquer dans mon slide précédent, en ce qui concerne l'application du CSA. Pour les associations, de l'autre côté, la possibilité d'organiser une assemblée générale à distance a été introduite comme nouveauté dans le CSA, ainsi que la possibilité de prendre des décisions de manière écrite, qui est déjà prévue pour les sociétés et bien connue. Et en plus, à l'instar des sociétés, la possibilité pour les associations d'introduire un mécanisme statutaire permettant un vote électronique avant l'AG a également été introduite par la loi du 20 décembre. Je vous ai résumé sur ce slide les différentes dispositions légales applicables. Donc, d'une part, pour la tenue d'une assemblée générale à distance, d'autre part, pour la prise de décision écrite par l'assemblée générale, et au milieu, pour le vote à distance avant l'assemblée générale, qui s'inscrit plutôt dans le cadre de la tenue d'une assemblée générale, et donc c'est plutôt une modalité de vote. Voilà, penchons-nous maintenant en détail sur la tenue d'une assemblée générale à distance par voie électronique, et plus particulièrement sur les modalités pratiques d'organisation. Mais encore d'abord une remarque préliminaire, parce qu'il faut noter que tant une assemblée générale ordinaire que extraordinaire peut se tenir à distance. Et vous le verrez, au fin de cette présentation, je distinguerai 3 moments, avant, pendant et après la réunion. Nous nous trouvons donc maintenant avant la réunion, en pleine organisation de notre assemblée générale. Se pose donc la toute première question, mais qui décide en fait d'organiser une assemblée générale à distance? Et c'est ici qu'on trouve la grande nouveauté apportée par la loi du 20 décembre dernier, car la loi prévoit que le conseil d'administration peut prévoir dans la convocation la possibilité de participer à l'assemblée générale à distance. Quant à la convocation en soi, le législateur prévoit quelques spécificités lors d'une tenue d'une assemblée générale à distance. En ce sens, elle doit contenir, comme vous le voyez sur le slide, une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Lorsque la société dispose d'un site web, ces procédures sont rendues accessibles sur ce site à ceux qui ont le droit de participer à la réunion. En pratique, nous proposons d'indiquer dans les convocations les informations comme l'outil technique choisi et la procédure de connexion, donc mot de passe, lien, etc. Ensuite, il faudra également indiquer la possibilité de se connecter avant l'heure prévue pour la réunion afin de tester si tout est bien en état de fonction. Et il faudra également mentionner les consignes sur les modalités techniques pour exprimer le vote, auquel je viendrai dans quelques instants. Je me permets déjà de faire une brève parenthèse ici, dans la phase avant la réunion, pour vous présenter ou vous rappeler pour certaines brièvement la possibilité de voter de manière électronique à distance avant l'Assemblée générale. Donc, dans cette situation, une réunion a été convoquée et un actionnaire ou un membre ne sait pas participer et pour une raison X ou Y ne veut pas voter par procuration ou par correspondance. Dans ce cas, il peut choisir de faire appel au vote électronique avant l'AG, mais attention, ce système ne peut être appliqué que s'il est permis par les statuts et organisé de manière détaillée dans les statuts. Ça veut donc dire
que les garanties doivent être en place pour contrôler, comme vous le voyez, l'identité et la qualité des actionnaires ou des membres qui souhaitent recourir à ces possibilités. Pour les autres participants, la réunion continue à se tenir, soit physiquement, soit à distance, car si tous les actionnaires ou membres procéderaient de cette façon, on sera dans un scénario de prise de décision par écrit. Revenons donc maintenant à l'organisation de notre Assemblée générale. Avant d'entamer la réunion, se pose encore une question importante. Qui peut en fait participer à distance à l'Assemblée générale? Eh bien, toutes les personnes convoquées peuvent participer à la réunion à distance, à l'exception des membres du bureau de l'AG. Un bref rappel de ce que c'est le bureau. Même si la composition de cet organe, si je peux le dire, n'est pas expressément prévue par le CSA, il est important de le prévoir pour garantir le bon déroulement de la réunion. Et on le verra, il est d'autant plus important dans le cadre d'une assemblée générale à distance. Traditionnellement, comme vous le savez, il s'agit d'un président, d'un secrétaire et éventuellement de scrutateurs. Donc, ces personnes-là, les membres du bureau, donc, ne peuvent pas participer à une réunion de l'AG par voie électronique, ni dans les sociétés, ni dans les associations. Ils doivent être présents à l'endroit qui est précisé dans la convocation. Concrètement, il faudra donc prévoir, premièrement, une salle assez grande pour permettre à toutes ces personnes de participer à l'Assemblée générale depuis cet endroit. Et deuxièmement, également prévoir un système technique informatique leur permettant de participer à la vidéoconférence ensemble. Le jour de l'Assemblée générale est venu maintenant, mais avant d'ouvrir la réunion, le bureau doit pouvoir, bien entendu, vérifier si l'Assemblée réunit un nombre d'actionnaires ou de membres suffisant. La toute première tâche du bureau sera donc de dresser une liste de présence. Il n'existe pas de forme particulière pour ce genre de document et donc la rédaction est laissée à l'appréciation des membres du bureau. Comment donc dresser un tel document dans le cadre d'une assemblée générale à distance? Sur l'écran, je vous affiche un exemple de ce qui est possible de faire par Teams. Alors, concrètement, chaque participant pourra visualiser la liste de présence avant la réunion, ce qui permet aux membres du bureau de vérifier si le quorum est atteint, donc avant la réunion. De manière pratico-pratique, l'organisateur de la réunion, ça veut donc dire la personne qui a envoyé les invitations aux participants, peut également télécharger sur Teams, pendant la réunion, une liste de présence. L'exemple que je vous affiche ici sur le côté droit du slide a été pris au moment où tous les invités ont quitté la réunion et seul l'organisateur était encore présent. Comme vous le voyez, la liste contient également dans la colonne tout à fait à droite un historique de connexion et de déconnexion qui peut s'avérer utile pour la rédaction du PV. J'y viendrai dans un moment. Pour les besoins de la présentation, j'ai donc créé une petite réunion avec l'organisateur, moi, le guest 1 et le guest 2, donc deux invités, qui a entamé, comme vous le voyez, à 20h. Tout le monde s'est connecté à l'heure, très bien. Et à 20h25, l'invité numéro 1, vous le voyez sur la ligne orange, a eu des problèmes techniques et a dû se déconnecter. Admettons qu'il a dû redémarrer son ordinateur ou sa connexion Internet. Il a donc pu se reconnecter 5 minutes après, ce que vous voyez sur la ligne verte. La réunion a duré 1 heure et les invités se sont déconnectés à 21h. Cela est un exemple de ce qui peut se faire et un grand nombre d'outils techniques permettent de télécharger des listes de présence. Néanmoins, il est utile et important de se familiariser un peu avec l'outil en question pour savoir exactement comment il faut faire, où il faut cliquer et à quel moment de la réunion également. Comme dans une assemblée générale classique, la liste sera définitive dès qu'elle aura été vérifiée et clôturée par le bureau de l'assemblée générale. Et elle sera alors signée par les membres du bureau qui prennent alors la responsabilité au nom de la société ou de l'association de la composition valable de l'Assemblée. Nous ouvrons donc maintenant la réunion et de manière générale, on peut dire que la tenue d'une Assemblée générale à distance peut se faire en tenant compte des règles applicables à la tenue des réunions d'Assemblée générale classiques telles qu'elles se tiennent déjà habituellement. Il ne faut donc pas fondamentalement changer le mode de fonctionnement de votre Assemblée générale. Néanmoins, comme vous le voyez ici sur le slide, le législateur a prévu des exigences minimales pour la tenue d'une assemblée générale à distance. Et donc ainsi, l'outil technique choisi devra impérativement permettre au minimum, premièrement, d'identifier les participants et de vérifier leur qualité,
Par exemple, actionnaire avec X nombre de voix, commissaire, observateur, administrateur, etc. Par rapport à cette première condition, je suppose qu'un certain nombre d'entre vous ont vu la vidéo dont on a l'image ici en bas du slide, dans laquelle, clairement, on n'arrive pas à identifier le participant qui s'affiche donc comme un chat. Donc, clairement, ici, la première condition n'est pas remplie. Et nous proposons qu'afin d'éviter ce genre de difficulté de départ, si je peux dire, il est important de pouvoir se connecter avant, comme je l'ai dit quand j'ai parlé de la convocation il y a un moment. Justement pour vérifier si tout est bien en place avant le début de la réunion, pour éviter, par exemple, comme ici, qu'il y a un filtre qui va se poser sur votre photo. Deuxième exigence minimale de l'outil technique, c'est qu'il doit permettre la délibération, c'est-à-dire il doit permettre de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des discussions au sein de l'Assemblée générale pour pouvoir prendre la parole et poser des questions. En résumé, donc, une communication en temps réel est exigée. Et troisième garantie, l'outil technique doit permettre d'exprimer un vote conformément aux dispositions statutaires. D'un point de vue plus pratique, vous aurez déjà donc remarqué l'importance du bureau pendant une assemblée générale à distance. Le président de la réunion veillera particulièrement à permettre la délibération. Et donc, l'utilisation des outils informatiques requiert de sa part une attention encore plus poussée aux demandes de prise de parole et de la part des participants de l'autre côté, une discipline encore plus grande pour éviter des prises de parole simultanées. On pourra également penser à instaurer quelques règles au début de la réunion. Par exemple, un grand classique, où on coupe son micro quand on ne parle pas, ou on lève la main pour demander la parole, pardon. Il est également possible de faire ça sur le petit bouton pour attirer l'attention, si on veut prendre la parole. Comme je l'ai dit, ce sont des exigences minimales, car le CSA autorise la société ou l'association d'imposer des conditions plus strictes, mais uniquement afin de renforcer la sécurité du moyen électronique, par exemple via des mots de passe d'accès, etc., ce genre de choses. Ces exigences peuvent toutefois être allégées jusqu'au 30 juin 2021 en cas de motivation par le conseil d'administration dans la convocation. Le conseil doit donc expliquer pourquoi il n'est pas encore possible d'adhérer à ces conditions. Et donc, logiquement, à partir du 1er juillet 2020, cette possibilité sera abrogée et l'Assemblée générale doit respecter l'entièreté de ces conditions. Alors, la question qui se pose bien évidemment, quel outil technique utiliser? En pratique, cela dépendra d'un grand critère qui est le nombre d'actionnaires ou de membres au sein de la société ou de l'association. Premier scénario, les petites structures dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de membres ou d'actionnaires. Alors, ces structures-là peuvent tenir une assemblée générale lorsque le cadre technique permet à la personne chargée de diriger la réunion d'identifier les participants et de vérifier en quelle qualité ils participent. Cela peut donc aisément se faire moyennant des logiciels tels que Skype, Google Meet ou Teams, souvent gratuits moyennant certaines conditions. Et d'ailleurs, le législateur précise dans les travaux préparatoires de la loi du 20 décembre 2020 que dans une petite structure, une réunion peut même se faire par le biais d'une simple conférence téléphonique. Tout dépend donc un peu de la confiance qui règne au sein de la société ou de l'association, et aussi à quel point les participants se connaissent entre eux. Dans les plus grandes structures, en revanche, des outils plus sophistiqués et souvent payants seront exigés. Par exemple, la version payante de Teams qui peut accueillir un grand nombre de participants et vous l'aurez déjà vu, qui est également utilisée pour les besoins de la présentation. Ou il y a encore Zoom qui peut accueillir jusqu'à 1000 participants avec la possibilité d'en visualiser que 49 à l'écran. Ces outils-là sont souvent payants dans le chef de l'organisateur. Passons maintenant au vote. En ce qui concerne les votes nominatifs classiques, des logiciels habituels permettent d'organiser facilement ce genre de vote. Dans les plus petites structures, on pourra par exemple s'imaginer un système pendant lequel les personnes lèvent la main et le secrétaire en prend note pendant la réunion. Pour autant, bien entendu, que tout le monde a activé sa caméra, ce qui ne semble pas toujours facile, si je peux dire. On pourra encore penser à ce que le secrétaire pose la question dans le chat et les actionnaires ou membres répondent directement dans le chat et que le secrétaire prenne après ou pendant la réunion une capture d'écran du chat. Et dans Teams, vous le voyez ici sur le slide, il existe également un outil qui s'appelle Bright Poll.
moyennant lequel on peut créer des sondages. Dans ce cas, le sondage est alors posté au moment où il est créé dans la fenêtre de chat de la réunion. Mais dans la version gratuite de Brightpoll, chaque participant peut choisir plusieurs options, ce qui n'est pas vraiment souhaitable, et chaque participant peut également voir ce que les autres ont voté. Ce qui m'amène au vote secret, car au cas où des votes secrets sont requis pendant la réunion, la société ou l'association doit prévoir une procédure spécifique qui permet à la fois de garantir l'anonymat des votes et la possibilité de compter les voix. Une solution que nous proposons consiste alors à ouvrir un canal de communication écrit à côté de la réunion auquel seule la personne chargée de compter les voix a accès et alors d'indiquer dans le PV que cette personne s'engage à tenir le secret. À côté de l'option payante de Brightpoll, il existe, qui permet de cacher le nom des votants. On pourra également penser à créer un doodle qui permet le vote anonyme, qui est une option gratuite, mais qui permet uniquement le vote à une seule résolution à la fois. Cela est donc pratique quand uniquement très peu de points à l'ordre du jour exigent un vote secret. Alors dans ce cas, l'organisateur, donc encore une fois la personne qui a créé le doodle et qui dispose donc du lien, est la seule personne qui peut voir les votes, comme vous le voyez moyennant le message qui s'affiche ici en bas du slide. Cette personne peut alors pendant la réunion envoyer ce lien aux actionnaires ou membres qui peuvent exprimer leur vote de manière anonyme. Cela peut également se faire via un Google formulaire ou via l'envoi d'un simple email auquel les participants doivent alors répondre. Il est bien entendu conseillé vivement de préparer ces choses à l'avance. Par exemple, dans le cas du doodle, on pourra très bien créer le sondage en soi avant la réunion. En plus, préparer le courriel contenant donc le lien et toutes les adresses électroniques de manière à uniquement devoir pousser sur envoyer pendant la réunion. Voilà, se clôture notre Assemblée générale à distance. Et comme vous le savez, il faut donc entamer la rédaction du PV par le secrétaire. Le code prévoit de manière expresse que dans le cas d'une Assemblée générale à distance, les éventuels problèmes ou incidents techniques qui ont perturbé ou même empêché la bonne tenue de la réunion sont repris dans le PV. Par exemple, un problème de connexion, un problème de micro. Cela me permet de faire le lien avec la liste de présence que je vous ai montrée avec la ligne orange et la ligne verte, qui affiche donc l'historique de connexion et de déconnexion pendant la réunion. Ensuite, une fois le PV rédigé, il sera signé par les membres du bureau et les actionnaires ou membres qui le souhaitent, et donc il n'y a pas du tout de nouveauté à cet égard-là. Dans les assemblées générales, il me reste à vous rappeler brièvement la prise de décision des actionnaires ou des membres par écrit. Comme je l'ai dit au début de la présentation, cette possibilité a été nouvellement introduite pour les associations et elle est déjà bien connue pour les sociétés. Bref rappel, la prise de décision par écrit, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un processus purement écrit, comme dit son nom, sans convocation. Lors d'une assemblée générale, cela signifie que ni les actionnaires ou les membres, ni les administrateurs, ni les commissaires sont présents ou représentés et il n'y a pas non plus de bureau. Les décisions sont donc littéralement prises sur papier. Alors il faut remplir plusieurs conditions. La première condition est que chaque actionnaire doit accepter cette procédure. En pratique, donc même si aucune convocation n'est requise, des consultations informelles sont au moins organisées avant la prise de décision écrite afin justement de s'assurer de l'accord de tous les actionnaires ou membres. Deuxième condition, une résolution écrite n'est valable que si tous les actionnaires ou membres ont donné leur accord aux décisions à prendre. Les décisions doivent donc être prises à l'unanimité. Et il faut encore savoir que la prise de décision par écrit n'est pas autorisée pour une modification de statut. Dans la pratique, nous voyons souvent la prise de décision par écrit dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire et surtout quand une prise de décision rapide est requise. Cette méthode est bien entendu uniquement réalisable dans le cadre où il n'y a pas de conflit à prévoir et où les décisions peuvent être prises à l'unanimité sans délibération. Il est encore utile de savoir également ici que les signatures ne doivent pas figurer sur le même exemplaire et que chaque actionnaire peut donc les signer à l'endroit où il se trouve sans devoir circuler les mêmes documents pour signature. Pour donner date certaine à ces décisions et sans précision statutaire à cet égard, on mentionne souvent que la date à laquelle les décisions ont été prises est la date à laquelle le dernier actionnaire les aura signées. Voilà donc pour les assemblées générales. Passons maintenant brièvement à un rappel en matière des conseils d'administration,
car, donc, comme vous le savez, c'est le conseil d'administration qui convoque l'Assemblée générale. Donc, un CA doit donc se tenir en amont de l'Assemblée générale. Quels sont les modes de tenue d'un CA à côté de la réunion classique physique? Vous trouvez ici sur le slide un bref aperçu des dispositions légales applicables pour la prise de décision par écrit et la tenue des CA à distance. Vous notez qu'il n'y a pas eu de changement suite à la loi du 20 décembre 2020 et les mesures desquelles les administrateurs pouvaient donc temporairement bénéficier ou profiter pendant l'application de l'arrêté royal numéro 4 n'ont pas été codifiées par le législateur. En ce qui concerne la prise de décision par écrit, elle est possible, sauf si le statut l'exclut. Donc, pour rappel, l'arrêté royal numéro 4 rendait également possible si le statut l'excluait. Mais aujourd'hui, on revient donc au régime statutaire ancien. En plus, tout comme les assemblées générales, les décisions écrites du conseil d'administration doivent être prises à l'unanimité des administrateurs. En ce qui concerne la tenue des CA à distance de manière électronique, et contrairement à ce qui était prévu par l'arrêté royal numéro 4, ce n'est pas explicitement réglementé par le CSA. En l'absence de modification du CSA en ce sens, est-il alors quand même possible d'organiser une réunion du CA par voie électronique? Eh bien, la réponse est oui. Il est généralement admis par la doctrine que, sauf disposition contraire des statuts, une réunion électronique à distance peut avoir lieu, à condition qu'une délibération effective soit possible, comme il s'agit d'un organe collégial, et afin d'éviter toute contestation ultérieure, à condition également que les statuts le prévoient. Voilà donc bref rappel en matière de conseil d'administration, et il me reste encore à vous présenter brièvement le registre d'actions électroniques. Comme vous le savez, dans les nombreux moments clés de la vie d'une société, le registre des actions est un instrument assez important. Pensons par exemple à un transfert d'actions. Je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui se sont demandé à la veille d'un closing, je dois enregistrer le transfert des actions, mais où se trouve en fait mon registre d'actions? Dans les faits, on voit souvent que les registres sont les livres un peu oubliés dans le fond d'un tiroir, quelque part au siège social de la société, quand ils ne sont pas carrément perdus, incomplets ou pas à jour. Dans le contexte de la numérisation, il était donc logique d'imaginer que ces livres soient remplacés par un outil électronique qui permet d'être consulté à tout moment en ligne. Il n'y a donc plus de risque de perte. Un premier avantage. Cela se fait donc via une plateforme qui est appelée eStocks, qui a été lancée par la Fédération du notariat et l'Institut des experts comptables et des conseils fiscaux. Aujourd'hui, les notaires, les experts comptables et les conseils fiscaux ont donc accès à eStocks. C'est donc eux qui s'assurent que les données fournies par les sociétés ou les associations sont correctement introduites et le registre ne peut être modifié par eux. Le registre, et ça c'est très important, le registre n'est donc pas publiquement accessible. Et en plus, seuls les administrateurs, qui bien évidemment ont également accès au registre, décideront qui peut obtenir une copie, assurant donc une discrétion totale. Lorsqu'une société existante décide de créer un registre électronique, l'actionnariat existant à la date de la conversion du registre est reprise sous la responsabilité de l'organe d'administration. C'est-à-dire que le registre électronique ne fait foi que des inscriptions qui sont reprises à la date de sa création. Ça veut donc dire que le registre papier, qui contient l'historique de toutes les opérations, doit être conservé au siège de la société, compte tenu de la valeur probante des inscriptions antérieures à la création du registre électronique. Ce nouveau registre permet de faire, en plus d'une pierre deux coups, parce que, comme vous le savez, les administrateurs sont obligés par la loi d'informer les SPF Finance des bénéficiaires effectifs ultimes de la société, des UBO. Avec eStocks, ces données peuvent être automatiquement transférées depuis le registre électronique vers le registre UBO du SPF Finance, si et seulement si la société se souhaite. Ce n'est donc pas une obligation. Il faut savoir que ce registre est déjà opérationnel, donc eStocks, la plateforme, est bien opérationnelle. Et en septembre 2020, on sait que plus de 10 000 registres avaient déjà été créés. Ça connaît donc un certain succès. Toutefois, les échos que nous avons eus récemment des notaires avec lesquels nous travaillons souvent et qui ont donc accès à ces plateformes sont notamment que l'utilisation n'est pas encore tout à fait au point et qu'ils rencontrent très fréquemment des problèmes d'ordre informatique, mais que la plateforme a déjà été mise à jour une première fois afin de remédier à ces problèmes. Vous constaterez donc que eStocks offre de nombreux avantages aux sociétés, mais que son utilisation de manière standard n'est pas encore tout à fait au point.
Voilà, se clôture la première partie. J'espère que cela vous a donné un aperçu clair des possibilités qui existent pour le moment, tant dans les sociétés que dans les associations. Et je passe alors maintenant la parole à ma collègue Eileen pour vous donner quelques explications en matière de conflit d'intérêts. Merci beaucoup. Merci Michel pour ce premier volet. Passons donc, comme Michel vient de le dire, au second volet consacré au conflit d'intérêts. Alors, avant toute chose, une remarque préliminaire s'impose. Qui est concerné par ces nouveautés introduites par le CSA? Je me réfère à ce que disait Michel en début de présentation, en ce qui concerne donc les sociétés et associations qui sont concernées par ces changements. Attention, en l'espèce, ce que je vais vous exposer, ce sont des dispositions qui sont d'ordre impératif. Par conséquent, quand bien même votre association ou votre société n'aurait pas encore adapté ses statuts, les dispositions leur sont applicables, et ce depuis le 1er janvier 2020. En conclusion, tout le monde est concerné par ces nouveautés. Commençons par la question la plus importante, qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts? Alors, dans le CSA, la définition de conflit d'intérêt est inchangée. Elle se compose toujours de 4 éléments. Premièrement, il faut un intérêt dans le chef d'un membre de l'organe d'administration. C'est par exemple vos administrateurs, mais également les membres du conseil de direction ou du conseil de surveillance. Nous le verrons dans un instant. Deuxièmement, il faut que cet intérêt soit d'ordre patrimonial, par opposition à un intérêt d'ordre moral, affectif, ou encore un intérêt fonctionnel. Pour rappel, qu'est-ce qu'un intérêt fonctionnel? C'est le cas, par exemple, où une personne serait membre de l'organe d'administration de 2 sociétés amenées à conclure une opération. Le fait que cette personne ait un conflit d'intérêt n'a pas automatiquement pour conséquence qu'on doit appliquer les dispositions du CSA, sauf s'il y a des considérations d'ordre patrimonial qui y sont couplées, auquel cas on devra bien évidemment respecter ces règles. Troisième élément, il peut s'agir d'un intérêt direct ou indirect, et alors cet intérêt doit être opposé aux intérêts de la société. Il va de soi que si les intérêts de l'administrateur et les intérêts de la société vont dans le même sens, il n'y a pas lieu, on ne peut pas parler d'un conflit en soi. Alors au niveau des exemples classiques de conflits d'intérêts, les plus courants sont le cas où la société conclut un contrat de vente, un contrat de bail, un contrat de prêt avec un de ses administrateurs, ou encore une convention de management avec la société, par exemple. Une petite précision toutefois concernant le premier élément, je vous disais l'intérêt dans le chef d'un administrateur. Le CSA prévoit désormais une disposition, une sorte d'extension, c'est-à-dire que le CSA précise maintenant que les dispositions s'appliquent également aux représentants permanents. Donc, dans l'hypothèse où un représentant permanent a été désigné en tant que représentant d'un administrateur personne morale, si ce représentant permanent a un conflit d'intérêts, les dispositions devront être appliquées, quand bien même l'administrateur personne morale lui-même n'aurait pas de conflit. Alors, ça peut paraître un peu théorique, je vais vous illustrer ça tout de suite. Prenons un exemple. On a notre SRL-A qui a un administrateur unique personne morale, la SRL-B, qui a elle-même désigné Monsieur X en tant que son représentant permanent personne physique. Imaginons que la SRL-A envisage d'acheter un bien ou même de louer un bien immobilier qui appartient à Monsieur X. Quand bien même notre SRL-B serait tout à fait étrangère à cette opération. Imaginons que Monsieur X détienne l'immeuble en son nom propre et non en société. Les dispositions du code devront être appliquées. C'est un point qui donnait lieu à des discussions et des divergences d'opinion sous l'empire du code des sociétés et qui a maintenant été clarifié. Conclusion, je vous le disais sur le slide précédent, mis à part cette petite précision, la notion de conflit d'intérêt reste la même dans le CSA. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de faire un rappel important. Alors attention, pour éviter tout doute, c'est pas une nouveauté qui est introduite par le nouveau code, mais c'est une incompréhension, ou plutôt une méprise qu'on rencontre souvent dans nos dossiers ou en discutant avec des clients.
et par rapport à laquelle on voulait faire donc un petit rappel. Je vous ai mis un second exemple sur le slide que vous voyez à l'écran. Prenons une SRLA avec 3 administrateurs personnes physiques, Pierre, Paul, Jacques. Imaginons que la société envisage de louer des locaux qui appartiennent à un des administrateurs, par exemple à Pierre, raison pour laquelle je l'ai indiqué ici en rouge à l'écran. Un contrat de bail est rédigé. Alors souvent, le raisonnement qui est appliqué dans ce cas de figure, on se dit, OK, les statuts prévoient une clause de double signature, c'est-à-dire que la société est valablement représentée par 2 administrateurs agissant conjointement. Pierre étant en conflit, on va donc faire signer le contrat de bail par Paul et Jacques qui, eux, n'ont pas de conflit. Attention, ce raisonnement n'est pas correct. Pourquoi ? C'est pas parce que le contrat en question est signé par les 2 autres administrateurs que le problème est résolu. La situation doit donc être examinée dans sa globalité. On est bien en présence d'un conflit. Pourquoi ? On a Pierre à qui appartient le bien, qui en tant que bailleur a intérêt à ce que le bien soit loué le plus cher possible à la société, là où la société, elle, a un intérêt à ce que le loyer soit le plus faible possible. En conclusion, la procédure doit quand même être suivie et le fait de faire signer 2 autres administrateurs ne résout pas le problème, ne permet pas de contourner le problème. Venons-en aux réels changements introduits par le nouveau code. Je vous ai mis ici les dispositions légales applicables, pertinentes. Alors pour les SA, SRL, vous le voyez à gauche de votre écran, il y avait déjà des articles qui étaient prévus dans le Code des sociétés. Ces règles ont été modifiées et on va le voir dans un instant, elles ont été renforcées. Pour les SC, associations et fondations, en revanche, pas de régime spécifique auparavant. Les règles ont donc été étendues à ces formes-là. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt, je vous ai mis ici également l'article 255 du Code qui se trouve dans les dispositions communes. C'est ce que je disais par rapport à l'extension en matière de représentants permanents désignés par les administrateurs personnes morales. En revanche, notez que le CSA ne comporte aucune règle en la matière pour les sociétés simples, sociétés en nom collectif et sociétés en commandite. Et alors, il n'y a pas non plus de disposition expresse au niveau des AISBL. Comme vous le savez peut-être, les AISBL sont régis par le livre 10 du Code. Il n'y a pas d'article 18 qui serait l'équivalent de l'article 9.8 pour les associations ou 11.8 pour les fondations. Toutefois, les AISBL sont libres et même encouragés à prévoir de telles dispositions sur une base volontaire, c'est ce que faisaient les associations dans le régime antérieur, c'est-à-dire à défaut de dispositions spécifiques dans la loi de 1921, elles pouvaient le faire de manière volontaire. Les bases légales ont été imposées. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je suis en situation de conflit d'intérêts. Comment réagir face à celui-ci ? Alors, dans l'ancien code, on avait, et on a toujours, on va le voir dans un instant, 2 exigences. Premièrement, une exigence de transparence, c'est-à-dire que l'administrateur en conflit doit faire part de celui-ci, doit le communiquer aux autres administrateurs. Il y a une seconde exigence qui est l'exigence de documentation, c'est-à-dire que l'opération ou la décision doit être décrite dans le PV de la réunion. Ce PV doit figurer dans son intégralité dans le rapport de gestion, ou si la société ou l'association n'est pas tenue de déposer un tel rapport dans une pièce qui est déposée en même temps que les comptes annuels. En outre, si votre société a nommé un commissaire, ce rapport ou ce PV doit lui être communiqué et le commissaire doit lui-même aborder ce point dans son rapport annuel. Moyennant ces 2 exigences, donc transparence et documentation, l'administrateur concerné peut prendre part aux délibérations, peut prendre part au vote par rapport à la décision ou l'opération envisagée. Et c'est là que qu'intervient le CSA et qu'est le plus grand changement opéré. On a toujours cette exigence de transparence et de documentation. En revanche, le CSA introduit une obligation d'abstention. Si un administrateur se trouve en situation de conflit d'intérêts, il ne va pouvoir désormais ni prendre part aux délibérations, ni prendre part au vote.
Vous le savez peut-être, c'est une règle qui existait déjà auparavant pour les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, qui a donc été élargie. Alors c'est bien beau de vous dire que l'administrateur en conflit ne peut pas prendre part aux délibérations et aux votes, mais dans ce cas, ça amène à une seconde question immédiate, qui dans ce cas, quelles personnes, quels organes sont habilités à prendre la décision ou à accomplir l'opération. On va voir tout de suite que la réponse diffère sur base de deux facteurs, si vous voulez. D'une part, en fonction du modèle de gouvernance qui est applicable au sein de la société. Vous verrez que les règles spécifiques introduites par le CSA pour les SA, SC et SRL sont relativement semblables, ce qui justifie qu'on va les aborder ensemble, non pas par forme juridique, mais selon le modèle de gouvernance qui est applicable au sein de la société. Et alors, deuxième facteur qui influence la manière de réagir, l'étendue du conflit. Est-ce qu'on est en présence d'un conflit limité à une ou à plusieurs personnes, ou est-ce que le conflit est généralisé? Alors, comme vous le savez sûrement, le CSA a introduit d'importants changements en termes de gouvernance, en particulier en ce qui concerne les sociétés anonymes. Il y a 4 hypothèses distinctes qu'on va aborder tout de suite. Premièrement, vous avez peut-être dans votre société l'administration qui est confiée à plusieurs administrateurs avec des pouvoirs concurrents. C'est le régime qui est par défaut dans les SRL, mais qui est également possible dans les SC. C'est l'hypothèse où on a plusieurs administrateurs qui agissent de manière concurrente, donc qui ont la totalité des pouvoirs de gestion et de représentation. Deuxième cas de figure, l'administration moniste. On a à nouveau plusieurs administrateurs, mais qui, en lieu et place d'agir de manière individuelle, ils forment un collège où les délibérations sont prises donc ensemble. C'est possible dans la SA, vous le savez, c'est notre célèbre conseil d'administration, mais c'est désormais possible aussi dans les SC et dans les SRL. Troisième modèle, l'administration duale. Ici, on n'a pas un organe collégial, mais bien 2 organes, le conseil de surveillance et le conseil de direction, qui sont composés chacun de minimum 3 administrateurs. Et vous le savez peut-être, on a cette interdiction, de double casquette, c'est-à-dire qu'il doit s'agir de personnes différentes. On ne peut pas siéger à la fois dans le conseil de surveillance que dans le conseil de direction. Et quatrième modèle, l'administrateur unique, qui peut être soit une personne physique, soit une personne morale, qui dans ce cas doit désigner un représentant permanent. Commençons avec la première hypothèse, l'hypothèse où chacun des administrateurs peuvent agir de manière individuelle. Comment réagir face au conflit? On doit d'abord distinguer selon que le conflit est isolé ou généralisé. Conflit isolé, l'administrateur qui a un conflit va informer ses collègues de ce conflit. Ces explications vont figurer dans le PV. Il ne va pas pouvoir participer à la réunion et les autres administrateurs vont donc prendre la décision sans lui. Attention ici, je vous disais, on est dans la première hypothèse, donc où les administrateurs sont censés avoir des pouvoirs concurrents. L'organe d'administration, qui est donc en principe individuel, va devenir exceptionnellement collégial. On déroge à la règle que chacun des administrateurs est habilité à agir seul. S'il s'avère en revanche que le conflit est généralisé, c'est la partie droite du slide, seule l'Assemblée générale pourra décider. Il y a donc une ascension au niveau de l'Assemblée générale. En revanche, notez qu'une fois que l'Assemblée générale aura approuvé la décision ou l'opération, dans ce cas, l'organe d'administration peut se charger de l'exécuter. Il peut se charger de la phase d'exécution si la décision a été prise à un niveau au-dessus. Deuxième hypothèse, l'organe fonctionne comme un collège, notre conseil d'administration par exemple. À nouveau, on opère une distinction entre conflit isolé et conflit généralisé. Premier cas, conflit isolé. La décision va être prise de manière collégiale sans l'administrateur en conflit, que j'ai indiqué ici en rouge, qui va pas pouvoir prendre part aux délibérations ni au vote. C'est l'hypothèse, c'est l'exemple que je vous ai mis ici, où un administrateur sur 3 est en conflit. On arrive, si vous voulez, à la même solution que ce qui prévalait dans l'hypothèse 1.
Sauf qu'ici, si vous voulez, le principe de délibération collégiale n'est pas exceptionnel. C'est ce qui prévaut d'habitude, c'est la norme au sein du CA. Et alors, conflit généralisé, par exemple, 3 administrateurs sur 3 sont en conflit. Dans ce cas, la décision va à nouveau remonter à un niveau supérieur, au niveau de l'AG. Précision importante, et je ne pense pas l'avoir mentionné sur le slide précédent, mais dans ce cas, pour opérer un tel renvoi, le CA doit se réunir au préalable. On a donc dans un premier temps notre CA qui va se réunir pour acter les différentes déclarations de conflit d'intérêt, qui va convoquer l'AG, et seulement dans un second temps, on aura notre AG qui va se prononcer sur la décision. On a même un troisième temps, si par exemple, qui est la phase d'exécution qui peut, comme je vous le disais, être confiée à l'organe d'administration. Alors, en ce qui concerne le renvoi vers l'AG en cas de conflit généralisé, il y a une différence très très importante avec les ASBL. Il faut distinguer donc les SRL, SC, SA, c'est la partie gauche de l'écran où la sanction se produit uniquement si tous les administrateurs sont en conflit. Pour ce qui est des ASBL, je vais y arriver. En revanche, c'est la partie droite de l'écran. Le renvoi vers l'AG opère dès que la majorité des administrateurs sont en conflit. Donc, je dis bien la majorité et non tous les administrateurs. En conclusion, la décision a davantage de risques de remonter au niveau de l'AG au sein des ASBL que dans les SA, SRL et SC. Comme je viens de le dire, pour les SA, SC, SRL, renvoi vers l'AG en cas de totalité des administrateurs qui sont en conflit, se pose alors la question suivante, quid si, tous sauf un, si vous voulez, quid si tous mes administrateurs sauf un sont en conflit. Par exemple, je vous l'ai mis ici, on a 3 administrateurs, 2 sont en conflit, il n'en reste qu'un. Alors attention à ce niveau-là, les avis sont partagés en doctrine. Il y a certains auteurs qui estiment que dans ce cas-là, il n'y a pas de délibération possible. Qui dit pas de délibération, dit pas de prise de décision non plus. Ils sont d'avis que le renvoi vers l'AG doit prévaloir également dans cette situation. On n'est pas tout à fait d'accord avec cette thèse compte tenu de la terminologie qui est utilisée par le législateur. Le fait qu'il a employé le terme tous les administrateurs et non pas la majorité, comme c'est le cas pour les ASBL, justifie, selon nous, que cette personne, bien qu'elle soit seule, puisse prendre la décision. Ceci étant dit, si l'administrateur concerné n'est pas à l'aise avec la situation, il y a différentes pistes, différentes solutions qui sont possibles. Il peut choisir de ne pas voter, de s'abstenir, ou alors il pourrait, par exemple, demander l'avis préalable de l'Assemblée générale. Une fois l'avis positif de l'AG rendu, il va pouvoir se prononcer, être plus à l'aise avec la décision à prendre. Troisième hypothèse, notre administrateur unique. Dans ce cas-là, même approche qu'en cas de conflit généralisé au sein du CA, c'est-à-dire que la décision va être soumise à l'Assemblée générale. Attention, c'est bien l'Assemblée générale de la société administrée et non de la société administrateur, au cas où une personne morale aurait été nommée administrateur. Quid maintenant si l'administrateur unique est également actionnaire unique de la société. Attention, c'est possible que dans les SRL et les SA. Dans ce cas-là, cet administrateur actionnaire unique va pouvoir prendre la décision lui-même. Si vous voulez, on retourne à notre point de départ, il peut s'en charger. Notez toutefois qu'il y a une exigence de documentation supplémentaire. Dans un rapport spécial, cet administrateur actionnaire unique doit également décrire, outre les exigences de base, si vous voulez, les exigences classiques de documentation, il doit également décrire les contrats conclus entre lui et la société. Quatrième et dernière hypothèse, l'administration duale. Je parcours ça brièvement parce qu'on la rencontre très peu en pratique. On distingue selon l'organe au sein duquel survient le conflit. Lorsque le conflit survient au niveau du conseil de direction, c'est le conseil de surveillance qui décidera s'il existe un conflit et qui appliquera, si nécessaire, les règles en la matière. Pourquoi? Parce que, comme son nom l'indique, le conseil de surveillance est chargé de la surveillance du conseil de direction.
Si le conflit intervient en revanche au niveau du conseil de surveillance, dans ce cas-là, on va appliquer le même raisonnement que dans le régime moniste, à savoir distinction conflit isolé, conflit généralisé. Conflit isolé, les membres du conseil de surveillance vont prendre la décision sans le membre en conflit. Conflit généralisé, on en perd un renvoi, une ascension au niveau de l'AG. Alors, abordons maintenant de manière plus concrète cette obligation d'abstention. Elle peut se matérialiser de différentes manières selon la manière dont on va tenir notre CA ou la manière dont on va prendre les décisions. Concrètement, imaginons que notre CA soit d'abord tenu, c'est la premier cas de figure possible, soit tenu de manière physique. Est-ce que, c'est une question qu'on reçoit souvent, est-ce que l'abstention veut dire que l'administrateur doit quitter la salle? Alors, le texte de loi ne le dit pas, c'est-à-dire que c'est pas une obligation en soi. Cependant, on est d'avis que s'il s'agit d'une discussion un peu tendue entre les administrateurs ou une décision délicate, c'est préférable, selon nous, pour éviter toute discussion, que l'administrateur quitte la salle. Il y a les délibérations et le vote qui ont lieu. Et une fois que tout ça est fini, l'administrateur concerné peut rejoindre à nouveau la salle, rejoindre les lieux qu'il a quittés temporairement. Deuxième cas de figure, notre CA est tenu à distance par Teams, comme Michel vous l'a exposé en début de présentation. Dans ce cas-là, l'administrateur peut simplement se mettre sur mute. C'est la solution qui nous paraît la plus adaptée. Mais à nouveau, si c'est un peu délicat, si il y a des petites tensions où la décision à prendre est délicate, on recommanderait que l'administrateur ou les administrateurs concernés quittent temporairement la réunion et réintègrent le call team, si vous voulez, une fois que le vote est intervenu. Vous voyez sûrement sur Teams, il y a ce petit outil en général qui est en haut à droite de votre écran et qui permet d'inviter une personne à rejoindre la discussion. C'est un outil très simple qui vous permet donc de mettre ça en pratique. Et enfin, troisième cas de figure, puis si mes décisions sont prises de manière écrite, comme Michel vous l'a exposé également, les administrateurs peuvent prendre des décisions écrites, mais dans ce cas, l'unanimité est requise. Pas de souci particulier à ce niveau-là, parce que l'obligation d'abstention, si vous voulez, risque moins de porter à confusion, étant donné qu'il n'y a pas d'échange entre les administrateurs, pas d'échange oraux. On va toutefois veiller à bien documenter ça dans vos décisions. Je vous ai mis ici un petit exemple de wording possible que vous pouvez facilement reprendre dans votre projet de décision. Ici, l'unanimité s'entend bien évidemment, exception faite de l'administrateur en conflit. Venons-en à la dernière partie de ce volet 2, les sanctions, car in fine, pourquoi veiller scrupuleusement au respect des règles? C'est compte tenu des sanctions qui y sont attachées. Première sanction possible, la nullité en cas de tierce complicité. Alors, qu'est-ce que ça signifie derrière ce bel intitulé? Si mes dispositions du code n'ont pas été respectées et que le tiers était ou aurait dû être au courant de cette violation, la société va pouvoir demander la nullité de la décision. Attention, je dis bien la société. Donc, seule la société, c'était ce qui était applicable dans l'ancien code. On arrivait à un problème flagrant. Comment est-ce qu'on demande cette nullité en justice? Comment la société est-elle représentée en justice? C'est souvent, c'est ce qui est prévu dans les statuts, mais c'est souvent son organe d'administration. On aboutit donc à une situation où le CA va devoir demander la nullité d'une décision qu'il aurait lui-même prise. Vous vous doutez que ces dispositions étaient très peu appliquées en pratique et très peu invoquées. Et c'est à ce niveau-là que le CSA est intervenu. Il a introduit une importante nouveauté. Désormais, le droit d'agir en nullité de la décision est ouvert à tout tiers intéressé. Alors, selon l'exposé des motifs, outre la société, sont visés également les actionnaires, les associés, mais aussi les membres de l'organe d'administration, entre guillemets, tout simplement nos administrateurs. En revanche, mais c'est controversé en doctrine, les créanciers ne seraient pas
autorisés à introduire une telle action. En conclusion, l'élargissement des titulaires a nécessairement pour conséquence que le risque que la décision soit annulée est beaucoup plus susceptible de se produire. Le risque est beaucoup plus élevé, si vous voulez. Et enfin, oui, je vous ai mis ici les dispositions pertinentes pour ceux que ça intéresserait. Enfin, dernière chose à vous communiquer, c'est pas une nouveauté, mais un rappel qui peut pas faire de mal. Je vous parlais de la nullité si les dispositions en matière de conflit d'intérêts n'ont pas été respectées. Sachez que même si les dispositions ont été appliquées, il y a des sanctions possibles. La responsabilité des administrateurs peut être engagée si l'opération leur a procuré un avantage financier abusif au détriment de la société. Du coup, le fait d'appliquer les règles n'est pas suffisant en soi. Sachez qu'il y a des sanctions possibles, même en cas d'application des articles du code pertinents. Ici s'achève notre Lunch and Learn. Nous espérons avoir pu, au cours de cette petite heure, vous aider à mieux comprendre les dernières nouveautés introduites par le CSA, tant en matière de numérique que de conflit d'intérêts.